vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Édition spéciale. On va évidemment pouvoir dialoguer avec les auditeurs et vous allez pouvoir poser vos questions à Bernard-Henri Lévy qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, monsieur Lévy. Peut-être d'ailleurs les questions seront difficiles pour vous parce que parfois on reproche aux uns et aux autres les interventions sur le terrain et vous pourrez dire si finalement pour les Occidentaux c'est parfois préférable d'intervenir que de ne pas intervenir. Mais d'abord avant cela, le rappel des titres avec Agnès. Un nouvel appel du président ukrainien à l'instant. Il juge trop lente la réponse européenne à l'invasion russe. Et par ailleurs, il appelle les Européens aguerris, dit-il, à venir combattre aux côtés des Ukrainiens. Sachez que nos confrères d'M6 viennent de rentrer dans le Donbass après plusieurs jours d'attente. Et nous venons de joindre Emmanuel Michel. Nous allons l'entendre. La ligne n'est pas toujours très stable. Écoutez. Oui, après plusieurs interrogatoires au poste frontière d'Oupienka, nous avons pu rejoindre le Donbass. Nous avons franchi la frontière entre la Russie et le Donbass. Nous avançons sur une route droite au milieu de la forêt, direction Donetsk, chef-lieu des séparatistes. Devant nous, il y a une colonne de l'armée russe dont les véhicules sont marqués de la lettre Z en blanc. Un char ferme la ligne militaire. Pour l'instant, nous n'avons pas vu de combat. Nous avons juste vu plusieurs checkpoints. Et cette armée russe qui semble avancer, elle nous a dépassés tout à l'heure. Nous croisons des véhicules qui viennent vers nous, mais peu de personnes vont vers Donetsk. La tension ici ne se ressent pas parce qu'elle est un peu plus au nord. Emmanuel Michel, notre confrère d'M6 désormais dans le Donbass. On fait un point météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour à vous. Rebonjour à vous. Alors ce week-end, il va être beau. Il va être très très beau tout le week-end. Un petit peu frais quand même. Moins 5 degrés demain matin au réveil à Aurillac, moins 2 à Mulhouse, 0 à Tarbes, 2 degrés à Brest et à Paris. Un temps ensoleillé toute la journée. Une fois qu'on sera débarrassé des brouillards matinaux présents dans l'Est et le Massif central notamment. 9 degrés à Strasbourg demain après-midi, 10 à Paris, 13 à Limoges, 16 à Toulon. Et figurez-vous que dimanche c'est exactement la même chose avec peut-être un petit peu plus de nuages le long de la façade atlantique mais sans la moindre dégradation. Merci beaucoup Valérie. Merci Valérie, merci Agnès, merci également à Sophie Orange qui était à la rédaction en chef de ce 12h30 et place désormais aux auditeurs, aux questions, aux analyses et puis effectivement aux interrogations que vous pouvez poser à notre invité Bernard-Henri Lévy. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Édition spéciale. Justement, Charles est avec nous, il est enseignant et il va pouvoir échanger avec vous parce que c'est toujours la même interrogation. C'est Oksana d'abord qui va échanger avec vous peut-être, qui est à 800 km de Kiev. Bonjour Oksana. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes à 800 km de Kiev, Oksana ? Oui, je suis à la ville Mukativo. C'est quasiment à la frontière avec Hongrie. Et pourquoi vous êtes en ce moment à 800 km de Kiev ? C'est vous qui avez décidé de partir de Kiev ? Ça fait une semaine que je suis partie en vacances avec mes 3 enfants et mon époux. C'était bien planifié depuis le début de décembre, puisque dans le code de travail, c'est prévu qu'on doit planifier nos vacances. Donc voilà, on a juste parti en vacances en espérant retourner aujourd'hui. Donc vous vous trouvez aujourd'hui très loin de la capitale ukrainienne, avec la volonté, le souhait de vouloir rallier la capitale ukrainienne ? Écoutez, j'ai la mère de 3 enfants tout d'abord, et donc je pense pas que c'est une bonne idée de retourner avec mes enfants sous les balles. Donc qu'est-ce que vous allez faire ces prochaines minutes ? Pour le moment, je vais attendre. J'ai quand même laissé toute ma famille à Kiev. Il y a ma maman avec ma mamie qui ne peuvent même pas se rendre dans l'abri au métro. Enfin, ils restent dans l'appartement parce que mamie ne se sent pas très bien. Bernard-Henri Lévy, aujourd'hui, on a à peu près 70% des habitants de Kiev qui seraient restés dans la capitale, mais 30% sont en train de quitter la capitale de l'Ukraine. Quelle est la meilleure solution ? Il n'y a plus de meilleure solution. Il n'y a plus de meilleure solution. On est face à une situation horrible, un exode comme la France en a connu il y a 82 ans. Il y a la solution qu'adoptent les plus jeunes et les plus braves des habitants de Kiev. Ils embrassent leur famille,
Ils disent au revoir à leurs enfants, ils les envoient à la campagne et ils prennent les armes. C'est ce que fait Dimitri qu'on a eu tout à l'heure et qui cherchait à mettre à l'abri sa famille et après à prendre les armes. Oui, sauver les enfants, prendre les armes. Moi, tous les copains que j'ai eus à Kiev dans les dernières heures, c'est les deux choses, les deux mots, les deux phrases que j'ai entendues le plus. Mettre les enfants à l'abri et prendre les armes. On va être avec Charles, justement, que j'annonçais tout à l'heure et qui est enseignant. Mais avant peut-être d'écouter Charles, je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier soir sur France 2. Parce que vous avez eu un échange musclé avec Dominique de Villepin. Et au-delà de cet échange de personnalité, et manifestement, vous n'êtes pas forcément proches, il y a un débat de fond entre vous. Il y a l'intervention que vous préconisez, l'intervention en Ukraine, et d'autres disent intervenir, et c'est ce que disait Dominique de Villepin hier, c'est pire, et les conséquences sont désastreuses. D'abord, je ne préconise pas l'intervention, c'est inexact. Je n'ai jamais demandé à ce que des soldats français ou européens interviennent au sol, premièrement. Et deuxièmement, non, l'incident d'hier soir, il était un peu triste parce que... On va le réécouter peut-être, parce que les auditeurs... Je ne suis même pas sûr que c'était un débat de fond, mais réécoutons-le, vous allez voir. Alors, écoutons, effectivement, c'était hier soir sur France 2 avec Léa Salamé, Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, et vous-même. La solution à ce drame ne sera pas militaire. Nous devons être capables d'adopter la bonne stratégie. Jacques Chirac avait coutume de dire que face à un adversaire très déterminé, et c'est le cas de Vladimir Poutine, on ne fait pas de la boxe, on fait du judo. Ayons l'intelligence et la mémoire de nous souvenir que les interventions militaires ne donnent jamais les résultats espérés. L'histoire nous l'a appris en Libye, l'histoire nous l'a appris en Irak. Sachons attendre le bon moment pour mettre sur la table la négociation qui doit se nouer et en tirer parti. Alors, on n'entend pas votre réponse. Ça n'a pas d'importance. Mais je vais vous dire, ma réponse n'a pas d'importance. Ce qui était étrange, en revanche, hier soir, c'est qu'on avait donc un cours d'histoire. C'est bien ce qu'on a réentendu là, un cours d'histoire au moment où les bombes tombaient sur Kiev. Alors moi, je veux bien que M. de Villepin, dont le grand quart d'heure warolien a consisté à faire ce discours aux Nations Unies à l'époque de la guerre en Irak, ne perde pas une occasion de le rappeler. Ça, c'est son petit truc à lui. Il aime bien rappeler ça, sa posture de l'époque. Je veux bien qu'il veuille régler des comptes avec moi sur des questions politiques, sur des débats fondamentaux. La Libye, pas la Libye, les révolutions arabes. Mais enfin, tout de même, hier soir, c'est pas de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait des mamans, des papas, des enfants de Kiev en train de recevoir des bombes sur la tête, en train de mourir, en train de se cacher dans les caves. Et ce qui était étrange dans ce débat-là, dont vous avez montré un extrait, c'est que de ça, chez lui, il n'était pas question. Moi, je veux bien débattre avec lui de la géopolitique, des leçons de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'ai un souci, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter la guerre ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le massacre ? C'est la seule chose qui m'intéresse. Et là-dessus, il s'est taillé. Il est parti. Bon, en tout cas... Voilà. Mais c'est pas la fin du monde. Honnêtement, je suis d'accord avec vous, mais depuis 48 heures, j'entends dire que les sanctions financières ne servent à rien. J'entends dire Biden qui dit on n'interviendra pas militairement. J'entends un président ukrainien qui dit je suis tout seul et tout le monde a peur. Et on a le sentiment, avec les heures qui passent, qu'effectivement rien ne sera fait et que ces pauvres Ukrainiens vont se retrouver tout seuls. C'est ce que dit le président Zelensky, qui d'ailleurs fait montre de beaucoup de courage. Quant à ce que disent les responsables, les sanctions financières ne servent à rien, ils ne savent pas, parce qu'on les a jamais employés encore. Dans l'histoire, des embargos ont été faits contre Cuba, contre la République islamique, et c'est souvent peu efficace. Non, c'est ce qu'on souligne. On ne parle pas d'embargo, là. On parle d'un acte de guerre insensé. Un pays, la deuxième armée du monde, qui, sans crier gare, du jour au lendemain, envahit un pays qui ne lui a rien fait. Situation tout de même tout à fait nouvelle. Face à ça, il n'est pas question de faire un embargo. Il est question de traiter le responsable de cette invasion pour ce qu'il est, c'est-à-dire un bandit. Il s'agit de le mettre au banc de la société. Par exemple,
moi je suis pas spécialiste, mais je suis comme vous, j'entends. Le système SWIFT, on peut faire en sorte que les grandes entreprises ukrainiennes soient coupées du système bancaire qui permet des échanges mondiaux. Même si des répercussions pour les évidemment Occidentaux... qu'il y aura des répercussions, mais évidemment qu'il y aura des répercussions. Il y a toujours des répercussions. Mais par ailleurs, nous savons, ça les experts savent, que la Russie est beaucoup plus dépendante de son commerce avec l'Europe et l'Occident que l'Occident n'est dépendante de la Russie. La Russie, si elle ne vend pas son gaz, elle est à genoux, elle est morte. Nous, si on ne reçoit pas le gaz de la Russie... Il y a on aura un peu froid dans les dernières semaines de l'hiver, peut-être. On sera mal chauffé dans les premières semaines du printemps. Mais il y a des alternatives au gaz russe. Ça existe. En tout cas, Charles est là, et vous connaissez le principe de notre émission, c'est les auditeurs qui ont la parole. Mais donc, oui, bien sûr. Charles c'est vraiment eux que j'ai envie d'entendre. Mais bien sûr, il est enseignant, et il va pouvoir peut-être vous interroger. Bonjour Charles. Oui, bonjour à tous les deux. Bonjour Monsieur Bernard-Henri Lévy. Bonjour, monsieur. Écoutez, j'ai tendance à pas trop goûter, si vous voulez, vos prises de position. J'étais devant ma télé hier lorsque vous vous êtes exprimé sur France 2. J'ai très mal pris, si vous voulez, la déclaration qui a été la vôtre hier lorsque vous dites qu'il faut mener la guerre contre la Russie. Voilà. Mais j'ai pas dit ça, monsieur. Non, je n'ai pas dit qu'il fallait mener la guerre contre la Russie. Hein. Oui. Bon, alors, moi, en tous les cas, ce que je constate, c'est que vous écumez les plateaux TV et les antennes de radio, et vous faites la leçon à la terre entière. Oui. Voilà. Eh ben, moi, je n'aime pas les donneurs de leçons de salon qui préconisent ce que eux ne feront jamais sur le terrain. Voilà. Alors je ne suis pas pro-Poutine. Bon, j'ai vu d'ailleurs, j'ai lu vos déclarations, vous le traitez de charlot, enfin vous prenez beaucoup de gens de haut comme ça. Et moi, la seule question que j'ai envie de vous poser, en fait, il y en a deux. C'est une, pour qui vous prenez-vous, Monsieur Bernard-Henri Lévy, et deux, vous n'avez aucune solution concrète ni pragmatique. D'accord. Voilà. Et donc, quelles sont vos solutions à part être guidé finalement par votre ego, parce que moi je ne vois que ça. Voilà. Je vais vous répondre. Monsieur Lévy vous répond. D'abord, pour qui je me prends? Pour quelqu'un qui connaît bien l'Ukraine, qui a beaucoup d'amis et qui est souvent sorti de son salon, comme vous dites, en particulier pour aller sur le terrain en Ukraine, y compris d'ailleurs dans le Donbass, y compris dans les tranchées que tiennent les vaillants combattants ukrainiens, européens. Quelles sont mes solutions? Sûrement pas faire la guerre, sûrement pas que l'Europe envoie des soldats. Mes solutions, c'est d'étrangler le régime de Poutine. C'est de faire en sorte qu'il n'ait plus les moyens de faire cette guerre. Et pourquoi je ne veux plus qu'il ait les moyens de faire cette guerre? Parce que je veux que le carnage s'arrête. Et qu'il s'arrête non seulement pour les Ukrainiens, mais pour les Russes. Regardez les chiffres, monsieur. Le nombre de morts de la nuit dernière, côté russe, des braves garçons qui n'ont rien demandé à personne, qui ont 18 ans, qui ont été embarqués comme une chair à canon par le délire de puissance de Poutine, et puis les morts ukrainiens. Moi, je veux que ça s'arrête. Voilà. Et pour que ça s'arrête, il faut que la guerre coûte très cher à Poutine. Voilà. On va marquer une première pause, mais je trouve très rude parfois la position de Bernard-Henri Lévy, parce que vous pourriez être tranquille précisément et être un philosophe de salon, comme disait Charles, dans le 6e arrondissement. Chacun sait que vous auriez les moyens financiers pour ne jamais quitter Paris. Écrire, pourquoi pas, votre œuvre. Vous vous baladez sur le terrain du monde entier depuis 50 ans, dans des conditions quand même compliquées. Vous prenez des risques, vous avez du courage, etc. Et malgré cela, certains vous reprochent précisément d'être, a priori, ce que vous n'êtes pas, un philosophe de salon, alors que vous mouillez la chemise. Oui, quoi qu'on pense d'ailleurs de la manière dont vous la mouillez. Peut-être y a-t-il eu des erreurs, mais même physiquement, vous êtes aux premières loges et avec un courage, admettons-le, que peu de gens ont généralement. Je vous remercie de le rappeler. Oui, j'essaie de faire mon boulot, et j'essaie, quand je parle, de parler de choses que je connais. L'Ukraine, je connais bien. Le Donbass, je connais bien. Et les buts de guerre de Poutine, hélas, je fais partie de ceux qui les annoncent depuis des années et des années. Il est 13h15, on va pouvoir continuer cette discussion. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Édition spéciale. Pascal Praud sur RTL. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Édition spéciale.
Laurent Tessier est avec nous, avec des échanges, vous avez vu, nature entre les auditeurs et Bernard-Henri Lévy. C'est le principe de cette émission. Et vous pouvez continuer de nous appeler au 3210 et réagir sur les réseaux sociaux. Ce sont aussi les questions qui reviennent. Les sanctions contre la Russie sont-elles suffisantes? La France doit-elle aller plus loin dans ce conflit, intervenir militairement? L'ancien président Nicolas Sarkozy vient de prendre la parole. Il était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. La situation internationale, je ne l'apprendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Vous pouvez réagir au 3210. J'entends évidemment ce que dit Nicolas Sarkozy, mais la diplomatie avec Poutine, comment est-ce possible? Je suis en désaccord avec ce qu'il vient de dire parce que la diplomatie, on a essayé depuis 20 ans. Et ça marche pas. Ça fait 20 ans qu'on ne fait que de la diplomatie. Ça fait 20 ans qu'on essaye de comprendre Poutine. Ça fait 20 ans qu'on fait tout pour que Poutine n'ait pas le sentiment d'être humilié. Et le résultat des courses, c'est à Kiev, la guerre totale. Parce qu'à Kiev, la guerre est totale. Alors, elle s'est limitée à l'Ukraine. Mais enfin, c'est la guerre comme on n'imaginait pas qu'elle puisse revenir en Europe. Donc là, la diplomatie, pardon, mon cher Nicolas Sarkozy, mais la diplomatie, sur ce coup-là, ça ne marche pas. Claire est avec nous. Bonjour Claire. Claire? Oui. Bonjour Claire, vous nous appelez d'où? Bonjour Pascal, de Neufchâteau dans les Vosges. Alors, quelle est votre analyse, votre sentiment peut-être, et une question, pourquoi pas, pour Monsieur Lévy? Eh bien, moi, je dois vous dire que la situation fait extrêmement peur. Aujourd'hui, du jour au lendemain, il y a énormément de personnes qui sont chassées de chez elles. Les gens sont obligés de fuir. C'est des civils qui sont innocents, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent avec des chars devant chez eux, des gens qui sont tués. La guerre, c'est extrêmement choquant, ça fait peur. Je me dis, c'est en Ukraine, demain, ça va être en Europe, peut-être mondial. Comment l'arrêter et qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau? J'aimerais que la France soit prête à accueillir toutes ces personnes qui cherchent à se réfugier loin de la guerre. Bernard-Henri Lévy. Je partage l'émotion et je partage l'anxiété de madame. Et je ne sais pas, vous êtes dans les Vosges, si par hasard vous êtes à Paris, j'organise avec des amis, avec les principaux candidats, quelques-uns des principaux candidats à la présidentielle, un grand rassemblement mardi dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre Antoine à Paris, et on répondra à ces questions, toutes ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, est-ce qu'on en fait suffisamment, et surtout, madame, comment faire pour que cette guerre ukrainienne ne nous tombe pas un jour dessus? Comment faire pour arrêter cet engrenage fatal? C'est les questions qu'on va essayer de poser mardi. Donc c'est entre 17h et 20h, Théâtre Antoine. Vous trouverez l'adresse, elle est, je crois, boulevard de Strasbourg. Voilà. Et vraiment, venez aussi, l'entrée sera libre et ça sera une libre discussion autour de ces questions pratiques. Il ne s'agit pas d'alarmer inutilement les gens, mais il se trouve que je suis de 1964, j'ai 57 ans, pour la première fois de ma vie, j'ai effectivement ce sentiment que je n'avais jamais eu de peur et de conflit en Europe généralisé. Et on a tous des enfants qui sont parfois des grands adolescents ou des jeunes adultes, et pour la première fois hier soir, j'ai eu ces discussions avec mes enfants qui exprimaient une forme de peur. Et vous-même, Bernard-Henri Lévy, disiez hier soir, vous avez été confronté dans votre famille avec vos petits-enfants qui partageaient cette inquiétude, en tout cas qui vous posaient des questions. Bien sûr, et pourquoi? Parce que pour la première fois, il y a un acteur majeur, le président d'une des grandes puissances mondiales, qui a prononcé d'abord les mots tabous. Il a parlé d'armes nucléaires, 17 décembre dernier. Son représentant à la Douma, le président de la Commission des Affaires étrangères, a évoqué la possibilité de vitrifier les 2 tiers de l'Europe et les 2 tiers des États-Unis. Président de la Commission de défense de la Douma. Parce que pour la première fois, ils ne se sont pas contentés de parler, ils sont passés aux actes. Ils ont envoyé ces armadas de tanks et ces avions sur un grand pays prospère, qui n'aspire qu'à la prospérité et à la liberté. Donc, il y a des tabous majeurs
qui ont été levés là. Et on savait, parce qu'on n'est pas idiot, on sait que la guerre a existé dans le passé. On savait qu'elle était là comme une menace diffuse, mais depuis 75 ans, à part la Yougoslavie, elle semblait très loin. Et d'un seul coup, elle est très proche. Et on a tous peur. Et moi, mes petits-enfants m'ont posé des questions hier. Et je vous assure, je ne sais pas quoi leur répondre. Parce qu'en effet, je sais qu'il y a aujourd'hui au Kremlin un homme qui est prêt à tout, qui vient de le montrer et qui l'a dit. Il est prêt à tout. Donc, il faut l'arrêter. Voilà. Il faut l'arrêter. Il faut aider ceux de son peuple, de sa population qui s'oppose à lui. Moi, je suis plein d'admiration, Pascal Praud, pour les gens qui descendaient dans la rue hier soir à Saint-Pétersbourg, à Moscou, pour réclamer la manifestation plus importante d'ailleurs, manifestation interdite. Interdite, mais matraquée. Exactement. Matraquée. Ça a été une surprise d'ailleurs de voir le nombre de personnes à Saint-Pétersbourg. On va marquer, je pense, une nouvelle pause. Je salue évidemment Damien Béchiot qui est là, Olivier. Bonjour, qui Pascal. est également à la page Facebook et vous pouvez passer via Facebook pour y poser des questions. Laurent Tessier, bien sûr. On marque une pause et nous revenons dans une seconde. Pascal Praud, Les auditeurs ont la parole sur RTL. édition spéciale. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Édition spéciale. Et Laurent Tessier. Vous avez la parole au 32-10. La guerre en Ukraine vous inquiète-t-elle? Craignez-vous un conflit d'une plus grande ampleur? Le président ukrainien Zelensky a regretté hier d'être seul face à la Russie. Nous sommes seuls à défendre notre nation. Qui est prêt à se battre avec nous? Pour être honnête, je ne vois personne. Qui est prêt à donner à l'Ukraine la garantie d'une adhésion à l'OTAN? Tout le monde a peur. La France doit-elle aller plus loin dans ce conflit? Florence Parly, la ministre des Armées, était l'invitée de Benjamin Sportouche ce matin sur RTL. Nous sommes aux côtés des Ukrainiens, mais je veux que chacun mesure les conséquences qu'il y aurait à vouloir déclarer la guerre à la Russie. Et c'est ce que la France ne souhaite pas, elle ne le fera pas. C'est ce qu'aucun pays ne souhaite, c'est ce que les États-Unis refusent eux aussi, et pour des raisons que j'ai expliquées, c'est que nous sommes face à face avec une puissance nucléaire. Vous pouvez continuer de réagir au 3210, 3210. Vous voyez, lorsqu'on écoute Madame Parly, le sous-texte qu'on entend, c'est le mot de Claude Chesson, je crois en 83, lorsque l'URSS avait envahi la Pologne. On lui avait demandé qu'est-ce que vous allez faire? Rien, évidemment. Bien entendu, nous ne ferons rien. Bien entendu. 82. Et c'est 82. Et ce qu'on entend là, dans ce discours, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce qu'aucun Français n'est sans doute prêt à aller se battre pour défendre l'Ukraine. Au fond, certains disent, qu'on laisse Poutine envahir l'Ukraine et puis qu'on laisse les Ukrainiens tranquilles et puis nous, on pense à nous. Mais c'est un mauvais raisonnement, Pascal Praud, ça, parce que si on laisse Poutine envahir l'Ukraine, ça va lui donner de l'appétit. Il pensera à envahir les pays baltes, parce qu'après tout, les pays baltes aussi font partie de l'ancien empire soviétique et font partie de son rêve eurasien. Et puis après, il pensera à envahir la Pologne, et ainsi de suite. Donc c'est un mauvais calcul. Il faut l'arrêter. Et moi, ce que je crois, je suis d'accord avec Florence Parly, c'est qu'en effet, on ne prend pas à la légère une puissance nucléaire, on ne va pas lui déclarer la guerre, la fleur au fusil. En revanche, je pense qu'il y a des moyens, si on est rapide et ferme, de rendre cette guerre trop coûteuse pour Poutine et de l'obliger à mettre les pouces. Et encore une fois, si on l'empêche d'échanger avec le reste du monde, si on bloque ces grandes entreprises, si on retire, exemple, des mesures très précises. Imaginons qu'on retire des bourses, la bourse, Wall Street, la bourse de Paris ou de Francfort, les compagnies enregistrées à Moscou, qu'on arrête de faire des transactions, qu'on les exclue du système financier international, qu'on mette leurs représentants à la porte de toutes les grandes organisations qui sont censées défendre la paix et les droits de l'homme où ils n'ont plus leur place. Les choses commenceront à changer et vous verrez que le ton de la Russie commencera à baisser. Donc, avant de dire qu'on ne peut rien faire, commençons à faire. Et à faire fort, et à faire vite. Et on ne l'a jamais fait, ça. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas, vous habitez Angers, bonjour, vous êtes Pascal. formateur, vous écoutez notre discussion depuis maintenant une petite demi-heure. Quelle est votre analyse? Je suis outré, on a mal au cœur tous de voir ce qui se passe. Mais il faut bouger, il faut arrêter. Vous imaginez? Mais qu'est-ce qu'on va dire à nos petits-enfants
On nous raconte depuis des décennies, oui, il faut fêter le 8 mai 45, on fête le 11 novembre pour rappeler la guerre 14-18 par rapport aux soldats qui sont morts. Et là, on laisse un pays se faire envahir, on ne bouge pas. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, Nicolas? J'entends ce que vous dites, mais c'est quoi votre proposition? Mais il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe. Tous les pays qui sont contre ces invasions, il faut qu'ils s'unissent une bonne fois pour toutes, et puis il faut qu'on bouge. D'accord, mais de quelle sorte pour vous? C'est-à-dire, c'est une intervention militaire, d'envoyer des hommes? Écoutez, moi je préfère mourir et ne pas être lâche, et puis au moins pouvoir, dans les livres d'histoire plus tard, s'il y a encore des livres d'histoire, qu'on puisse dire que les gens effectivement se sont bougés. C'est-à-dire que le Français que vous êtes se sent concerné par le sort des Ukrainiens, et vous pensez que la France, militairement, devrait s'engager, c'est ça? Écoutez Pascal, c'est comme si dans votre rue, 3 maisons plus loin que chez vous, vous appreniez qu'il y a vos voisins qui sont en train de se faire massacrer par des gens qui sont venus chez eux. Et vous ne bougez pas, vous fermez les yeux à ça. Il faut arrêter d'être lâche. J'entends cette position, qui est une position noble, bien évidemment. Après, il faut la mettre, si j'ose dire, en musique. Mais pourquoi, Bernard-Henri Lévy, êtes-vous contre une intervention militaire? Parce que l'intervention militaire, c'est le dernier des derniers recours. Avant ça, il y a ce dont je vous parlais. D'accord. Transformer la Russie en État paria, on n'a pas essayé. Avant ça, il y a donné aux Ukrainiens eux-mêmes, qui sont des bons soldats et d'incroyables résistants, les moyens de se défendre, donc des armes. Je rappelle d'ailleurs, le monsieur qui vient de prendre la parole, rappelait mai 45. Rappelons quand même que parmi les armées qui ont libéré l'Europe du nazisme, parmi les armées héroïques qui fait que nous sommes tous vivants, il y avait l'armée rouge, bien sûr, mais dans l'armée rouge, l'armée ukrainienne. Par exemple, qui parmi vos auditeurs sait-il, et ça on va le rappeler mardi soir au théâtre, on aura une intervention là-dessus, que le camp d'Auschwitz, qui est le symbole absolu de la barbarie nazie, a été libéré par des Ukrainiens, par des combattants ukrainiens. C'est eux qui ont détruit les dernières lignes de militaires allemandes, et c'est eux qui sont entrés dans Auschwitz et qui ont ramené à la vie les quelques survivants qui n'étaient pas morts, partis en cendres et en fumée. Donc, nous devons aide, assistance à ces hommes et à ces femmes courageux qui, aujourd'hui encore, font face à l'horreur. Je dis simplement, parce que je ne suis pas déraisonnable, qu'il y a, mais vite, il y a des gradations. Et je suis convaincu que si on fait ce dont je viens de vous parler, ce sera efficace. La situation, Poutine se calmera beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Al Capone, les grands gangsters ou les gangsters de Bertolt Brecht, ils sont sensibles à l'endroit du portefeuille. On tape au portefeuille. Nicolas, je vois que vous avez 54 ans, vous avez peut-être des enfants, Nicolas? Oui, tout à fait. Oui, j'ai même une fille qui est réserviste. Donc vous avez une forme d'engagement effectivement militaire. Est-ce que vous-même, dans votre famille, il y a un sentiment de peur qui a grandi ces dernières heures? De peur, non, mais on est à l'écoute, bien sûr. Et puis, il faut voir avec les médias, on vit ça un petit peu comme un film, c'est malheureux. Soit on est à la radio, on est à la télé pour pas voir, mais on est lâche parce qu'on sait ce qui s'y passe et on veut pas voir. Ou soit on écoute, et comme on est passif, on est aussi lâche. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est effectivement combien le public semble intéressé par ce qui se vit et ce qui se fait en Ukraine. Hier, l'émission de France 2 a été un succès d'audience assez important, ce qui est assez rare pour cette émission d'aller aussi haut en part de marché. Un autre petit point, Monsieur Pro, si je me permets vite fait, ça fait depuis plusieurs semaines que ça couve, ce conflit avec l'intervention de Poutine et de son armée. Parce que c'est maintenant qu'on voit le G7 et tous les pays essayer de bouger, de se réunir. On ne pouvait pas en amont déjà, au cas où, se réunir et trouver des solutions et ne pas attendre de 15 jours, 3 semaines pour pouvoir mettre en œuvre le blocage économique ou des choses comme ça, et qu'il y ait plein de civils et de morts. En amont, ça pouvait être préparé, et au cas où il bougeait, tout de suite on mettait en œuvre. Mais monsieur, vous avez tellement raison. Moi, vous savez, j'ai un remords et un chagrin supplémentaire. C'est de ne pas avoir suffisamment écouter et suffisamment relayer la voix depuis 20 ans de tous les lanceurs d'alerte russes qui nous disent que ça va arriver. Depuis Anna Politkovskaya,
buté dans la cage d'escalier de son immeuble par les sicaires de Poutine, jusqu'à Alexeï Navalny qu'il a essayé d'empoisonner. L'histoire russe des 20 dernières années est pleine d'hommes et de femmes qui nous disent que ce régime est bâti sur la guerre, que ce dictateur, Poutine, la seule chose qu'il sait vraiment faire, c'est la guerre. Il ne cesse de nous le dire et nous ne les avons pas écoutés. Il y a eu la guerre de Tchétchénie, il y a eu la guerre de Géorgie, il y a eu la guerre en Syrie et il y a maintenant l'Ukraine. Et nous nous réveillons. Et vraiment, je vous assure, il y a 2-3 choses que je ne suis pas mécontent d'avoir dit dans les dernières années. Il y a une chose que je ne me pardonne pas, c'est de ne pas avoir su relayer avec suffisamment de force la voix, par exemple, d'un homme qui s'appelle Mikhail Khodorkovsky, qui sera, je crois, au Théâtre Antoine mardi dans notre réunion publique, et qui nous supplie de l'entendre depuis qu'il est sorti du goulag. Poutine est un fou. Poutine ira jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, disait Khodorkovsky, ça voulait dire jusqu'à temps qu'on l'arrête. Jusqu'à temps qu'il sentira qu'il peut avancer. Voilà. On n'a pas entendu Khodorkovsky et on n'a pas entendu Boris Nemtsov jusqu'à la minute de sa mort au pied du Kremlin. Patrick est avec nous. Merci Nicolas, merci de ce témoignage et de cette analyse. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Pascal. Et merci. Et bonjour monsieur Henri Lévy. Bonjour monsieur, alors, bonjour Patrick. Alors moi je vous ai entendu ce matin et ça me fait réagir maintenant. Je pense qu'il faut suspendre les élections présidentielles. Il y a plus grave. Élections présidentielles françaises, vous voulez dire? Françaises, oui. Oui, françaises. Il faut suspendre, il faut qu'il y ait une unité nationale, il faut mobiliser l'armée, il faut que M. Macron, qui est actuellement en charge de l'Europe, fasse passer le message à tous les Européens pour qu'il y ait une mobilisation générale. Il faut montrer sa force. Mais qu'est-ce que vous appelez mobilisation générale? Vous voulez que les Français ils se battent en Ukraine? Au niveau de l'armée, Mais oui, parce que n'oublions jamais qu'il y a des jeunes Américains, des jeunes Canadiens et autres qui sont venus. Vous savez, Patrick, qu'on est déjà en difficulté, j'ai envie de dire, dans nos infrastructures militaires. Je suis même pas sûr aujourd'hui qu'on ait une armée capable de pouvoir se déplacer jusqu'en Ukraine. Quand on voit les difficultés que nous avons eues au Mali, ces dernières années, je ne suis pas persuadé que nous puissions faire cela, au-delà de l'aspect politique. Et une démonstration, et puis au niveau européen, au niveau mondial. Quand on écoute Biden hier soir, c'est soporifique. Alors ça c'est intéressant Biden, parce qu'effectivement j'ai aussi entendu dire, si Trump avait été là, peut-être que cette situation n'existerait pas. Par définition on ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas y répondre, mais c'est malheureusement improbable parce que je crois, mais là on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, je crois que l'Amérique est engagée dans un long mouvement au long cours de retrait de la scène du monde. Oui. Et c'est de ça dont on est en train de payer le prix. Pour répondre à la question de Patrick, cher Patrick, si vous permettez, vous savez, quand on est attaqué par les islamistes radicaux, notre premier réflexe a fini par devenir, la plupart d'entre nous, n'entrons pas dans le jeu des islamistes radicaux, enfin des islamistes, et ne cédons pas à leur chantage. C'est-à-dire, on va les combattre, mais on ne va pas renoncer à nos droits et à notre démocratie parce que c'est ça qu'ils veulent. Poutine, c'est la même chose. Si on suspendait les élections présidentielles, on ferait comme avec les terroristes islamistes quand on cède à leur chantage. Il faut être capable de faire les deux, cher Patrick, c'est-à-dire répondre à Poutine, être ferme face à lui, le contraindre à reculer et maintenir le bon fonctionnement de notre démocratie. Il faut préserver les deux, sinon on fait le jeu de Poutine. Le vrai objectif de Poutine, cher Patrick, ça peut-être que c'est ce que vous venez de dire là. Peut-être que c'est de créer un tel affolement dans nos rangs, une telle tétanie dans le monde libre, qu'en effet, les institutions démocratiques en seraient frappées au cœur. Ne lui donnons pas cette victoire. Bernard-Henri Lévy reste avec nous encore quelques minutes. Vous pouvez l'interroger. Nous marquons une nouvelle pause. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Édition spéciale. Pascal Praud sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Praud. Édition spéciale. Laurent Tessier. La menace nucléaire vous fait-elle peur? Vous dites oui à 51% sur notre site rtl.fr. Et hier soir sur TF1, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a montré une nouvelle fois les muscles dans son discours. Je pense que Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. J'en dirai pas plus. La menace nucléaire vous inquiète-t-elle? 3210 3210. C'est une émission un peu particulière puisque vous pouvez échanger avec Bernard-Henri Lévy qui connaît bien l'Ukraine et qui connaît bien évidemment ces questions géopolitiques. Nous sommes avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Pascal. Quel est votre sentiment ce matin ? Alors, mon sentiment, j'ai écouté ce qu'a dit le président Sarkozy entre la diplomatie ou la guerre totale, il faudra choisir, et lui il part pour la diplomatie. Je vous dirais qu'il a tout à fait raison, puisque quand on parle de guerre totale, évidemment, on parle quand même de guerre nucléaire, et votre auditeur précédent disait ce serait malheureux d'avoir été lâche et de ne pas paraître dans les livres d'histoire, mais avec une guerre nucléaire, il n'y aura plus de livres d'histoire, forcément. Parce que la Russie et les États-Unis, si par hasard les deux se confrontaient, forcément, ça pourrait très mal se passer. Après, je vous dirais, j'ai écouté aussi ce que disait Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire que le président Poutine était fou. Non, il est tout sauf fou, justement. Il n'est pas fou, il sait tout particulièrement bien ce qu'il fait. Il joue aux échecs, il fait de la géostratégie et à la différence, je dirais, là où Bernard-Henri Lévy fait de l'émotionnel, de la morale, Poutine, lui, fait de la réelle politique, c'est-à-dire qu'il bouge des pions. Il bouge des pions, il ne s'embarrasse pas de savoir si c'est terrible pour les familles, si c'est la guerre, ça fait mal, etc., etc. Il bouge ses pions et son objectif, c'est de récupérer l'Ukraine. Alors après, quand j'entends dire qu'on va peut-être avoir les chars russes à Paris, non, je ne pense pas, parce que effectivement, s'il n'est pas fou, même Staline n'a pas franchi cet obstacle. Et là, je reprendrai un peu les mots du ministre Villepin hier, qui disait il faut quand même repartir un petit peu en histoire, et il a tout à fait raison, parce que l'histoire permet d'éviter parfois les erreurs du présent. En 1967, les Russes avaient reculé lorsqu'ils avaient tenté de mettre des fusées face aux côtes américaines à Cuba. Kennedy était à la limite d'appuyer sur le bouton nucléaire, et les Russes avaient reculé. C'est 61, voilà. Je crois. Ah pardon, 61, autant pour moi. Et à ce moment-là, évidemment, j'imagine que Poutine n'ira pas gratter les Américains parce qu'il sait que s'il a de quoi faire sauter 4 fois la planète, les Américains peuvent le faire tout autant. Là où je dirais, je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy, pour une fois, parce que ce n'est pas souvent, c'est qu'il ne demande pas d'intervention militaire, et ça me semble une évidence. D'abord parce qu'il faut être réaliste. Seuls les Américains aujourd'hui ont les moyens d'intervenir militairement. Les Français, c'est compliqué. On a une armée qui représente à peu près 10% de l'éducation nationale, donc vous imaginez que c'est pas grand-chose. Donc à peine 100 000 hommes, répartis en plus partout entre les dom-tom et les territoires d'Afrique partenaires. Donc forcément, aller gratter la couenne de l'ogre russe, comme on dit, ça va être un petit peu compliqué. Et puis aussi, Poutine sait que derrière lui, il a des précédents légaux, c'est-à-dire que l'OTAN a été faire la guerre à la Serbie pour aller, soi-disant, libérer le Kosovo, alors que l'OTAN avait promis que le Kosovo ne serait pas séparé de la Serbie, et finalement, ça a été fait. Donc, et j'allais vous dire même un autre exemple qui va un petit peu plus loin. Lors de la guerre de sécession américaine, la morale a primé sur le droit, puisque les sudistes avaient tout à fait le droit de quitter, un petit peu comme l'Ukraine aurait le droit de quitter on va dire la maison mère. À l'époque, pour les sudistes, c'était les États-Unis, et pour l'Ukraine, c'est la Russie. Eh bien, le président Lincoln n'est pas un fou, n'est pas un bandit, n'est pas un dément, et pourtant il a rompu avec le droit. Ce que je vous propose, c'est que Bernard-Henri Lévy réponde à votre analyse, plus qu'à une question directe qui était posée, et qu'il vous apporte, pourquoi pas, la contradiction. Stéphane, d'abord, la Russie n'a jamais été la maison mère de l'Ukraine. L'Ukraine était une colonie de la Russie, ce qui est très différent. Et en 1989-90, l'Ukraine, comme les pays baltes, comme d'autres régions de la région, se sont décolonisés, se sont libérés. C'est ça, la réalité, si vous voulez faire de l'histoire. Deuxièmement, vous avez cité le précédent de la crise des fusées, vous auriez pu en citer un autre, le blocus de Berlin-Ouest en 1948. Là, c'est pas Poutine que l'Occident avait en face de lui, c'était Staline. Et l'Occident a réussi, parce qu'il s'est montré uni, parce qu'il s'est montré fort et décidé à faire reculer Staline. Troisièmement,
si j'ai dit que Poutine était fou tout à l'heure, je me suis mal exprimé, ou peut-être dans l'émotion que vous me reprochez. Je pense comme vous que c'est un acteur rationnel. Un acteur rationnel, quand il sent en face de lui de la faiblesse, il s'enhardit. Quand il sent en face de lui de la force et de la détermination, il recule. Et les exemples que vous venez de citer, et celui que je viens d'ajouter, c'est la preuve qu'il y a aujourd'hui, pour le monde libre, parce que c'est comme ça que, hélas, il faut recommencer à dire. Moi, j'aurais rêvé que la Russie fasse partie du monde libre quand elle s'est libérée du communisme. Et là, c'est pas le cas. Mais pour le monde libre, il y a encore une partie à jouer. Il y a encore beaucoup à faire. Et si on fait ce beaucoup-là, le Poutine, acteur rationnel que vous venez de décrire, peut-être y réfléchira-t-il à 2 fois avant de continuer d'avancer ses pions dans ce jeu d'échecs dont vous parliez aussi, et dont je ne suis pas sûr qu'il soit si bon joueur. Vous savez, moi je trouve que c'est une... Moi je suis un amateur d'échecs, j'admire les grands champions d'échecs, et j'ai toujours peu le sentiment que c'est faire injure aux grands champions d'échecs que de les comparer à Vladimir Poutine, qui n'est pas un si bon joueur. Merci Stéphane, on va prendre un nouvel auditeur dans une seconde. C'est vrai que la couleur de cette émission, c'est de mettre la responsabilité entière sur Poutine. J'entends quand même d'autres voix depuis hier qui soulignent que l'Europe n'a rien fait pour intégrer la Russie, que depuis des années... C'est faux, l'Europe a tout fait. Attendez, depuis que la Russie s'est libérée du communisme, parce qu'elle aussi, elle s'est libérée, l'Occident n'a cessé de faire des offres de partenariat à la Russie, à tous les niveaux, économiques, stratégiques, avec l'OTAN. Il y a eu des plans de partenariat avec l'OTAN. Tout ça a été offert. Et tout ça a été refusé avec Poutine, où parfois il feignait d'accepter, mais pour mieux poser des conditions qui rendaient la chose inacceptable. Donc ça, c'est une fable. Le fait que l'OTAN, ou les États-Unis, ou l'Europe se soient opposés à Poutine, les humilier, les encercler, comme on l'entend en effet, c'est une blague, c'est faux. Je ne connais pas un exemple. Moi, j'ai travaillé un peu sur l'histoire, et notamment des empires. Je ne connais pas un exemple d'un empire déchu, comme l'Empire soviétique, que l'on ait traité après sa chute avec autant de mansuétude, avec autant de respect que la Russie. C'est ça la réalité. Et l'humiliation russe, ça c'est un élément de langage poutinien, et c'est faux. Et il ne faut pas laisser cette légende se propager, à mon humble avis. 13h47, une dernière pause. Vous allez rester jusqu'à 14h. Après, nous l'avons dit, on pourra changer de sujet. On voulait parler un peu des Césars, pour tout vous dire, ce soir, puisque c'est le retour du cinéma, on l'espère, à l'affiche des Césars. Peut-être souhaiterez-vous parler également de la campagne présidentielle, à moins que nous continuions jusqu'à 14h30 à parler de l'Ukraine. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Édition spéciale. Pascal Praud sur RTL. Pascal Praud. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Édition spéciale. Les dernières minutes avec Bernard-Henri Lévy et Laurent Tessier. Nous attendons vos témoignages si l'un de vos proches est en Ukraine. 2e jour de guerre. Nous avons pris aussi des nouvelles dans RTL Midi de Dimitri, chef d'entreprise ukrainien qui était avec nous dans l'émission. Il s'est réfugié chez sa belle famille à 40 km de Kiev avec son épouse et ses enfants. Là, les combats se déroulent assez proches de chez nous. On a été obligé déjà quelques fois de mettre les enfants dans la cave à l'abri parce que les tirs étaient très près et très puissants. Mais dès que ma famille est complètement sécurisée, je ferai de mon mieux pour me rendre utile. Je suis pas du tout militaire et ne l'ai jamais été. Mais en ce moment, les Ukrainiens se sentent-ils abandonnés? Le soutien international est-il suffisant? Écoutez Dimitri. Puis hier matin, la plupart des Ukrainiens le considèrent comme insuffisant. Parce que les sanctions, c'est très bien, mais elles ne stoppent pas les chars russes en ce moment. Et les missiles sont là, et les avions sont là, et les hélicoptères. Vous pouvez continuer de réagir au 3210 3210. Alors, il y a des interrogations parfois qui peuvent faire sourire, mais je vois, c'est quelqu'un qui a écrit « Faut-il exclure ou suspendre du championnat de France de football le club de l'AS Monaco détenu à 70% par l'oligarque russe Dimitri Ribolovlev ?»
Voilà une question étonnante à laquelle je n'avais évidemment pas pensé et que pose sur les réseaux sociaux, en l'occurrence, un auditeur. Ça prouve qu'une émission comme celle-ci sert à quelque chose, parce que c'est peut-être une vraie question. Il faut voir quelle est... Attendez, il faut voir d'abord qui est ce monsieur Rybolovlev. Bien sûr. Quel est son degré de proximité? C'est un oligarque. Je sais. Oui. Quel est son degré de proximité avec Poutine? Est-ce qu'il fait partie de cette espèce de clan mafieux qui entoure Poutine? Voilà. Si c'est le cas, ben en effet, c'est triste pour les gens, pour les amateurs de football. Comme ça serait triste de couper le gaz à la fin de l'hiver. Mais peut-être qu'il faut envisager ça. C'est pas une question absurde du tout. J'ai même entendu et vu sur les réseaux sociaux, il y a la collection Morozov en ce moment à Paris, et j'ai vu certains dire il faut saisir la collection Morozov et ne pas la rendre au musée Pouchkine. Ça, je ne crois pas. Mais ce dont je suis convaincu, Pascal Praud, c'est que il faut tout faire pour arrêter cette honte et pour arrêter ce massacre. Voilà. Moi, je n'en peux plus de voir les images sur la télévision la nuit, en boucle, et puis quand c'est fini, sur les chaînes d'afro-françaises, les chaînes américaines, les femmes en larmes, les enfants à qui on dit au revoir avant de partir au combat. Je n'en peux plus de voir ces images-là dans un pays dont le seul crime, parce que quel est le crime de l'Ukraine aux yeux de Poutine? C'est d'avoir aimé l'Europe, d'avoir voulu vivre dans un régime à peu près démocratique, d'avoir voulu se débarrasser de la corruption et d'avoir voulu échapper à l'empire auquel on l'avait contraint pendant des décennies. Pour ce crime-là, pour avoir rêvé de la liberté, on est en train de lui faire subir cette punition infinie. C'est ça, moi, que j'ai en tête. Il faut tout faire pour l'arrêter. Et des matchs Monaco, alors, à supposer que Rybolovlev... Non, mais il n'est pas dans le premier cercle. Mais par exemple, Abramovich, oui. Abramovich, oui. Et lui est président de Chelsea. Donc ça, c'est une question que, effectivement, le gouvernement... peut-être, en effet, que Chelsea sera absent d'une compétition... Champion d'Europe en titre. D'accord. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est un exemple extrêmement concret. D'ailleurs, il va y avoir un match retour à Lille. Et c'est un exemple concret parce et frappant. Oui. Et spectaculaire. Du tapis rouge, du piège dans lequel on s'est mis. Parce que on leur a vendu à ces oligarques russes nos clubs de foot, les plus beaux hôtels particuliers de Paris, les plus belles maisons de Londres. On leur a fait tapis rouge partout. Et évidemment, une fois qu'ils sont chez eux, ils nous voient comme des espèces de laquais. Or, les gens disent, viendront pas, bien sûr qu'ils ne viendront pas jusqu'à Paris, d'accord. Mais pour l'instant, ils nous voient comme des êtres veules et qu'ils peuvent traiter avec mépris. Alors Yves, et ça sera peut-être le dernier auditeur, et vraiment, j'imagine dans votre carrière, je ne suis pas sûr que vous avez eu cet échange comme cela avec des auditeurs fréquemment, donc cet échange est intéressant. Yves, qui habite Nancy, bonjour Yves. Oui, bonjour Pascal. Vous nous écoutez depuis une heure. Bonjour. Oui, bonjour Pascal et bonjour Bernard-Henri Lévy. Alors moi je vais parler en tant qu'ancien militaire. J'ai 56 ans, j'ai été militaire engagé de 80 à 90. Je suis contre la guerre. Et je suis pour qu'on aide ce pauvre peuple ukrainien. Maintenant, c'est pas d'hier que les sanctions devaient être prises. Poutine, c'est un dictateur. Faut dire les mots. Il faut dire les mots, c'est un dictateur. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, c'est un dictateur. Nous avons 4 pays, je parle sous couvert de Bernard-Henri Lévy, auxquels il faut se méfier. Les Russes, les Chinois, les Syriens et les Turcs. Ils ont des présidents, ce sont, oui, des fous. Donc, est-ce qu'on peut avoir peur? Il n'y aura pas les chars, il n'y aura pas... Parce qu'on est... Mais quand vous voyez 27 pays qui doivent se mettre autour de la table, ce que fait le président, c'est très bien. Il faut la diplomatie. Mais la diplomatie par des sanctions secs et nettes. Tout ce qui est russe, on n'en veut plus. Voilà. Maintenant, tous les Russes ne sont pas pourris. Non, c'est faux. Tous les Chinois ne sont pas pourris. C'est faux. Tous les islamistes ne sont pas musulmans. C'est totalement faux. Il faut arrêter. Mais à un moment, contre ces dictateurs, il faut accueillir les Ukrainiens. Alors Mélenchon et Zemmour ont fait des excuses, mais ils le soutiennent. Donc non, et ils vont prendre une claque là. Pourquoi? Marine Le Pen n'a rien dit. Donc on soutient les Ukrainiens. Voilà.
Parce que la guerre, en 2022, elle est différente, la guerre. Bernard-Henri Lévy l'a dit, on a vendu nos meubles et tout ça à ces gens-là. Et maintenant, on s'étonne. Donc, l'Allemagne a plus besoin que nous des Russes. Pourquoi? Parce qu'ils ont signé des pactes, ils n'ont pas de centrale nucléaire, etc. Et voilà, c'était l'erreur. Maintenant, ils ont ouvert Mais c'est vrai, donc je suis en colère. Je suis obligé de vous... pas la guerre dans ce monde. Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il va être bientôt 14h et je voulais que Bernard-Henri Lévy, à qui je donne 30 secondes pour vous répondre. Même pas besoin de 30 secondes, je suis d'accord à 100% avec ce que vous venez de dire et je vous invite à poursuivre la conversation avec moi et avec mes invités mardi à 17h au Théâtre Antoine à Paris. Vous verrez quelques candidats à la présidentielle qui n'ont jamais trouvé d'excuses à Zemmour et qui ne à Poutine, qui ne se sont jamais compromis dans cette indulgence avec Poutine, et nous poserons ensemble exactement les questions que vous venez de poser. Mais bravo, je trouve que votre colère est saine et que les réponses que vous donnez à votre propre colère sont justes. Merci. Et à mardi. Merci Monsieur Lévy. Merci pour cet exercice. Je ne sais pas si vous avez été surpris parfois par les auditeurs. Non, mais j'étais content. J'étais heureux de ce dialogue parce que c'est vrai qu'on est souvent entre nous, les journalistes, les écrivains. Et là, c'est vrai que j'étais content d'écouter et puis, dans la mesure du possible, de répondre. Mes réponses n'ont peut-être pas toutes été satisfaisantes. Je m'en excuse auprès de ceux qui l'auront pensé, mais j'étais content. Merci en tout cas. On va marquer une pause après avoir écouté Jean-Alphonse Richard qui nous présente l'heure du crime de 14h30. Alors aujourd'hui, Pascal, je vous propose de revenir sur l'affaire Fatima Anechad, celle qu'on a surnommée la veuve noire. En 2002, son compagnon, un joaillier qui s'appelle Roger Bindesson, va disparaître. On ne va plus jamais retrouver sa trace. On va s'apercevoir aussi que Fatima Anechad avait été mariée précédemment à un homme qui lui aussi a disparu. Il n'en faut pas plus pour que, effectivement, elle apparaisse comme une veuve noire. En fait, la justice ne va jamais pouvoir la rattraper puisque depuis cette date, Fatima Anechad s'est réfugiée dans son pays natal, le Maroc, et n'a pas répondu aux attentes de la justice. La famille de Roger Bindesson, le joaillier, et notamment sa fille Karen Bindesson, sera l'une de nos invitées aujourd'hui dans l'heure du crime pour nous dire où en est cette quête quasiment impossible autour de cette femme. C'est l'affaire Fatima Anechad et c'est dans l'heure du crime à 14h30 sur RTL.